C'est toujours un immense plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver pour votre émission Autour du thé. Alors, autour de notre thé, aujourd'hui, il sera question de littérature, d'écriture, mais aussi d'histoire. Et pour cela, nous recevons M. Isaka Diakité Kaba, que vous aurez l'occasion de découvrir juste après ce jingle. Alors, comme dit à l'introduction, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Je vous disais donc, aujourd'hui, nous recevons le docteur Isaka Diakité Kaba. Il est professeur d'université et auteur. Bonjour, monsieur Diakité. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, je suis content d'être là aussi. Et je suis content d'être à Bamako. Et puis, content de découvrir des hauts lieux historiques que je décris dans mes œuvres. D'accord, on aura bien sûr l'occasion d'en discuter au cours de cette émission. Alors, vous êtes à la fois écrivain, chercheur et professeur, ce qui fait que ça fait quand même 3 casquettes à la fois que vous portez. On sait le faible niveau des écoles en Afrique aujourd'hui. Alors, vous, en tant que professeur, quelle est selon vous la raison de cette chute de niveau ? Une des raisons principales, je pense, par rapport à mon expérience en Côte d'Ivoire, en Guinée, aux États-Unis, une des raisons principales, c'est le manque d'investissement massif dans l'éducation. Bon, on n'investit pas dans l'éducation, les écoles sont laissées pratiquement à l'abandon. Même si on construit des écoles, il n'y a pas... le contenu n'existe même pas, on n'a pas suffisamment de bibliothèques fournies. En un mot, il n'y a pas d'investissement dans les écoles. C'est mon expérience à travers les pays que j'ai visités. Et justement, on sait que vous êtes professeur d'université dans certaines universités américaines aujourd'hui. Alors, comparativement au système américain aujourd'hui, qu'est-ce qui manque en Afrique pour performer au niveau formation supérieure ? Comme je le dis d'habitude, on est obligé de comparer, parce que souvent il faut se comparer au premier de la classe. Mais c'est dans le système américain, il faut reconnaître qu'ils mettent beaucoup d'argent dans l'éducation. Et chez nous, on ne le fait pas suffisamment. Bon, je suis allé à l'école en Côte d'Ivoire. Les gens de ma génération ont bénéficié d'un système éducatif vraiment équilibré. Quand le président Houphouët vivait encore, on était vraiment les enfants gâtés du système éducatif et il avait l'habitude de dire qu'il met 42% du budget dans l'éducation. Et cela nous a aidé, cette génération d'Ivoiriens. Bon, par la suite, les problèmes économiques et politiques aidant, bon, nous n'avons pas vu cet impact dans le système éducatif. Et je pense que c'est à peu près la même chose dans les autres pays. Mais s'il y a une volonté politique forte, il faut mettre les moyens dans le système éducatif. Et la réalité que nos gouvernants ne veulent pas voir en face, c'est qu'on ne peut pas avancer sans investir dans l'éducation. L'éducation, c'est aussi important que la santé. Ça ne sert à rien de vendre ses matières premières et mettre l'argent ailleurs ou rembourser des dettes. Il faut absolument former sa population. Un système éducatif fort est le garant d'une stabilité, une longue stabilité dans un pays. On ne peut pas faire autrement, ça c'est la réalité. Alors vous êtes en plus d'être écrivain, je le disais, professeur, vous êtes aussi chercheur. Est-ce qu'aujourd'hui il est facile d'être chercheur en Afrique ? Je ne pense pas. Avec des budgets de recherche anémiques dans beaucoup d'universités, il est difficile d'être chercheur. Bon, en littérature, à mon niveau, tout ce que j'ai écrit, je me suis déplacé moi-même. On aura l'occasion d'en parler quand j'écrivais ma pièce de théâtre sur Sundiata, ensuite Ouassoulou et les romans intermédiaires. Je profite de mes voyages aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Guinée, au Mali, pour peaufiner mes textes. Parce que j'ai accès à des documents, à des sites à ce moment-là. Mais je le fais avec mon argent. Maintenant,
il y a des colloques qu'on organise pour les enseignants. Bon, les universités en général payent pour leurs profs pour aller dans des colloques, des symposiums, ainsi de suite. Mais en lettres, pour nos collègues scientifiques, je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais je pense que c'est plus critique dans le domaine des sciences. Parce qu'un chercheur, un enseignant-chercheur qui ne se frotte pas aux autres enseignants-chercheurs des pays développés, il ne peut pas avancer. Vous avez travaillé dans divers domaines de recherche. Alors, quels sont les travaux aujourd'hui, vos travaux, qui vous ont le plus marqué pendant vos recherches? D'abord, j'ai ma thèse de doctorat, ce qu'on appelle PhD, je l'ai eu à l'université de la Louisiane à Lafayette, et j'ai travaillé sur Amadou Kourouma, l'écrivain, le célèbre écrivain ivoirien Amadou Kourouma. J'ai étudié l'évolution du griot dans toutes ses œuvres. Bon, en restant dans ce domaine typiquement littéraire, cette thèse m'a permis d'explorer tout ce qui est parole dans l'espace africain et plus particulièrement dans l'espace mandingue. Donc mes recherches se sont focalisées sur le texte, les romans africains, la valeur du discours traditionnel, ainsi de suite. Tout ce qui est littérature africaine, bon, ça aussi c'est un mot très compliqué, littérature africaine. Tout ce qui est littérature africaine, tradition orale m'intéresse comme domaine de recherche. Bon, je pourrais bien travailler sur le 19e siècle français, le romantisme, mais ce n'est pas pour moi une réalité immédiate. Ouais. Et on n'entend presque jamais parler au niveau du grand public des résultats de recherche, surtout en Afrique. Oui. Alors, que préconisez-vous aujourd'hui pour changer la tendance? Bon, il y a une dichotomie généralement entre les recherches, les articles que les profs publient, que ce soit en lettres ou en sciences économiques ou en histoire ou en géographie, avec la réalité mouvante du continent ou du pays donné. Moi, en ce qui me concerne, partie de mes recherches en lettres, je connecte ces recherches-là avec l'histoire, notre histoire, parce qu'on nous appelle professeurs de lettres modernes. L'avantage des lettres modernes et de la littérature, c'est que vous êtes obligé d'être polyvalent et lire un peu de tout. Donc c'est ce qui m'amène généralement à explorer l'histoire africaine. Donc mes textes comme Wassoulou et Soundiata, c'est vrai qu'il y a des articles là-dessus, mais les articles ne servent à rien si on les publie et ils restent dans les bibliothèques. En écrivant des romans et des pièces de théâtre, on popularise les concepts qu'on a développés dans les articles. À mon niveau, c'est comme ça que je travaille. Et la recherche aujourd'hui demande beaucoup de finances et beaucoup de moyens, beaucoup d'argent surtout. Oui. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les pays africains, c'est difficile en tout cas pour les États africains de financer ces recherches-là, même s'ils le font, cela se fait de manière en tout cas très restreinte. Alors, lorsque les fonds, les financements pour les recherches proviennent d'ailleurs, est-ce que cela donne aux chercheurs en tant que tels l'indépendance absolue sur le résultat de ces recherches, ou alors elles sont orientées du fait que le financement soit venu d'ailleurs? Je pense que ça dépend des domaines de recherche. Mais quand votre argent, je vais commencer par la conclusion, quel que soit le domaine, quand quelqu'un vous nourrit, vous n'avez rien à dire. Si je paye votre popote tous les matins et je vous loge chez moi, à la fin de la journée, vous n'avez qu'à fermer votre bouche. La même chose s'applique aux recherches. Je finance vos recherches, je vais vous donner une certaine indépendance, mais à la fin, si les résultats, les conclusions vont contre moi, je vais vous un peu remonter le pantalon. Donc, si votre recherche est financée, vous allez chanter la chanson de la personne qui finance vos recherches.
Il y a dans la littérature, on a connu les premières années des pays africains par exemple, il y a un discours qu'on tenait dans nos textes littéraires. Ce discours n'existe plus dans les travaux de beaucoup de chercheurs africains. Il y a une sorte de révolution dans le domaine de la littérature. Ces révolutions sont une tentative de s'affranchir pratiquement du financement des recherches. Je peux confortablement parler du domaine de la littérature parce que ces révolutions, au début, les premiers écrivains africains s'exprimaient pratiquement comme des Parisiens. Avec la révolution dans l'écriture initiée par des auteurs comme Amadou Kourouma, il y a maintenant un nouveau discours africain par rapport à la langue française. On a évoqué le faible niveau de l'éducation. Alors, par ricochet, l'absence d'une vraie culture de lecture, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas évident. Oui. Tout le monde n'est pas attaché aux livres. Beaucoup de parents, aujourd'hui, dans les maisons, on peut trouver une bibliothèque sans pour autant que le parent se mette à lire ou même invite l'enfant à lire. Alors, est-ce que les écrivains aujourd'hui peuvent-ils prétendre, dans ce contexte-là, vivre de leur art? L'écrivain en Afrique ne peut pas vivre de son art. Parce que le prix de vente du livre, si je veux comptabiliser le nombre de mes voyages, le nombre de frais de bibliothèque que j'ai payés à New York, à Paris, à Londres, le nombre de photocopies, le prix des billets d'avion, c'est impossible que je rattrape ça en vendant une œuvre littéraire. Et donc on ne peut pas vivre de notre art. Moi, j'écris généralement parce que je veux comprendre un processus historique. Et je publie pour vulgariser ce processus. Mais on ne peut pas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vivre de mon art parce que les dépenses et l'énergie dépensée pour produire une œuvre littéraire sont exorbitants. Deuxièmement, si les maisons d'édition en général, ça c'est la réalité dans le monde littéraire, on vous donne 10% quand vous signez des contrats, c'est la face cachée de l'édition, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Quand vous publiez une œuvre, vous signez un contrat, l'éditeur va vous donner 10% de l'œuvre. Disons que si mon roman coûte 1000 francs CFA et j'ai signé un contrat à 10%, on me donne 100 francs CFA sur chaque œuvre. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas survivre à ce niveau-là. Donc vous allez être à la merci de ces éditeurs. Deuxièmement, les États ne font aucun effort. On en a parlé au début de nos discussions, il n'y a pas de bibliothèque. Donc en un mot, vous ne pouvez pas vivre de votre art. Souvent vous êtes obligé de brader l'œuvre que vous publiez dans l'espoir d'attirer beaucoup de lecteurs. Et le second inconvénient, c'est qu'on ne lit pas aussi. On ne lit pratiquement pas. Mon œuvre faisait 600 pages. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, les amis m'ont dit, mais docteur Diakité, vous ne pouvez pas publier une œuvre de 600 pages, personne ne le lira, il faut diviser en 3 parties. Donc les correcteurs ont divisé en 3 parties. Je dis, bon, je suis trop près du texte, divisé en 3 parties. Ils ont divisé en 3 parties et j'ai choisi les titres de chaque partie. Donc, 600 pages, ce n'est pas beaucoup, mais on ne le lit pas. Même le premier roman fait 185 pages. C'est une lutte permanente pour que les gens le lisent. Bon. On ne lit pas. Les réseaux sociaux ont pris le pas. J'ai décidé avec mes œuvres d'investir ce domaine aussi, parce que cette œuvre est publiée en e-book. Donc si vous êtes aux États-Unis, en France, vous pouvez l'acheter, le télécharger sur votre smartphone, vos tablettes pour le lire. Mais malgré tous ces efforts, on ne peut pas vivre de son art, c'est impossible. Alors, s'il vous était demandé aujourd'hui de restructurer un peu la politique du livre en Afrique, quelles seront vos 3 premières recommandations? La première chose,
il faut qu'on élimine d'abord les impôts sur les intrants pour imprimer. L'année passée, j'étais à Londres. J'ai été surpris de voir qu'imprimer des livres à Londres était moins cher. Ça m'a choqué. Pour moi, j'étais tellement surpris que j'ai pris le métro pour aller voir un imprimeur pour vérifier les prix qu'il avait sur Internet. Donc, je ne suis pas un économiste, mais je pense que s'il n'y a pas d'impôt, où on limite le montant des impôts sur les intrants, encre, papier, cela peut aider à l'édition. Même cela peut aider à vulgariser les journaux, la lecture. Je pense que c'est un aspect du problème. Ensuite, créer des bibliothèques, c'est tellement important. Quand vous vous promenez à Bamako, à Abidjan, j'ai traversé là, je suis allé, comme on dit, sur les pas de l'Almami, je suis allé jusqu'à Cancan. Mais vous trouvez dans tous les petits coins reculés des publicités de Coca-Cola, de Orange, mais vous ne trouvez pas de bouquins. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est un paradoxe. On est prêt à faire la publicité de ces grandes compagnies qui ont de l'argent, mais on n'est pas capable de créer des bibliothèques dans les endroits les plus reculés. Ça encore, c'est le paradoxe économique de l'Afrique. On transforme nos populations en consommateurs de produits étrangers. On ne peut pas mettre à leur disposition des romans écrits par des Africains. Donc, à mon niveau, réduire les impôts sur les intrants pour permettre aux imprimeurs de faire leur travail, surveiller un peu les contrats d'édition. Bon, on n'est pas dans le socialisme, mais il faut jeter un coup d'œil à ça et aider massivement les jeunes à écrire. Dans de nombreux pays en Afrique, il y a des élections Miss. Toutes nos personnalités sont au premier rang de ces élections. La Miss a une villa, une voiture. Et quand on fait un concours de Miss mathématiques, littérature, aucune autorité n'apparaît. Souvent, on lui donne 2 livrets en ordinateur et tout le monde est heureux. Donc, vous voyez que c'est une question de politique. Si on donne une villa à une Miss d'un pays, parce qu'elle est belle, je n'ai rien contre les belles femmes, je n'ai rien contre les concours de beauté, il faut donner aussi une villa à une Miss mathématiques, une Miss littérature. Bon, ce sont des changements qu'on peut faire si on a la volonté de le faire. Le docteur Diakité a donc, c'est un peu un cri de cœur à l'endroit de nos autorités qui tiennent compte de cela. Ce qui met donc fin à cette émission. On a eu en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous de nous rester constamment fidèles. Restez connectés, les meilleurs programmes continuent sur la 9 TV. Au revoir et à la semaine prochaine.